Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ces élèves du collège de Mou à Poirairiwa pendant un atelier sur l'environnement. Depuis le début de l'année, ce collège a décidé de mettre un calendrier particulier afin d'éviter le décrochage chez les étudiants. Interdiction de faire du feu non domestique dans l'ensemble du pays. Plusieurs communes sont placées en vigilance extrême par Météo France. Vous verrez de quelle manière elle arrive à établir cette carte de vigilance. Trouver des vestiges de poterie lapita sur la côte Est, c'est l'objectif des fouilles archéologiques menées depuis 15 jours à Puebo par une équipe de chercheurs. Les communes de Belep, Koumak, Kalagomen, Koné, Tio et Yaté, placés en risque extrême incendie par Météo France. Du coup, l'usage du feu non domestique est strictement interdit sur l'ensemble du pays à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. Un dispositif de vigilance établi par Météo France est retransmis à la sécurité civile. Alors comment tout cela fonctionne? Explication avec Lindsay Wamou. Prenez l'arrivée sur les lieux de la VLTT pour changement de panneau de vigilance. En écoute radio terminée. Ce panneau, on ne le voit qu'à Bouraï. Chaque jour, les sapeurs-pompiers de la commune viennent le mettre à jour. Celui-ci sert à informer la population sur les risques d'incendie. La couleur jaune indique un risque élevé. Le feu est interdit. Ce dispositif a été créé suite à un triste constat des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, la plupart des feux que l'on fait, donc qui représentent presque 50% de notre activité, eh bien, on s'aperçoit que ce sont soit des feux liés à de la négligence ou de la malveillance. Donc la négligence, c'est par exemple des gens qui vont débrousser un champ et ils ne tiennent pas compte en fait des facteurs à risque que sont une végétation sèche, un vent qui est important et donc qui va favoriser le développement et la propagation d'un incendie. Pour mettre à jour ce dispositif, les sapeurs-pompiers se basent sur la carte de prévision des risques de feux de forêt élaborée par Météo France. Ces prévisions se font selon plusieurs facteurs, la température, l'humidité, le vent et les précipitations. Aujourd'hui, nous sommes en période de sécheresse. Sur la partie gauche, on a les cumuls de précipitations sur le mois de septembre sur l'ensemble du territoire qui nous montrent qu'il n'a quasiment pas plu. Il est tombé entre 0 et 25 mm sur le pays durant le mois de septembre. Alors que sur la carte de droite, on voit les normales de précipitations pour ce même mois de septembre. Et là, on est vraiment très très loin des normales saisonnières cette année. Si la prévention ne suffit pas, la répression reste un autre moyen de persuasion pour lutter contre les feux de forêt. À Bouraï, si la réglementation en période de sécheresse n'est pas respectée, les personnes risquent une amende de 5 000 francs CFP. Dans certains cas, les sapeurs-pompiers peuvent aussi porter plainte. Il y a 2 ans, un particulier a dû payer une amende allant jusqu'à 2 millions de francs CFP. Et puis malgré toutes ces mesures pour interpeller la population à être vigilant, les incendies continuent. C'était tout à l'heure à la tribu à côté de Bopop. Ce feu a été maîtrisé en bord de route, mais il est en train d'évoluer au milieu de la chaîne centrale dans l'Épinus. Un autre feu est aussi en cours dans la région de VKP du côté de Tiaoué. Rien que sur la commune de Koné, les pompiers sont intervenus une dizaine de fois aujourd'hui. Au total, sur l'ensemble du pays, 3200 hectares sont partis en fumée depuis le 15 septembre, début de la saison administrative des feux. Après l'annonce d'un plan de licenciement économique par l'usine KNS qui prévoit la suppression de 47 postes en CDI, la direction a tenu une conférence de presse cet après-midi. Écoutez l'interview de Marc Boissonneau, président de KNS, au micro de Jamie Waimo et Diouk Menango. À KNS, on prend une décision très difficile de licenciement économique. Et j'aimerais communiquer les raisons pour lesquelles on a pris cette décision. Ces décisions sont basées sur notre effort, notre but de bien positionner KNS pour être viable à long terme. Et c'est une décision très difficile de toucher nos salariés. Mais il faut tout faire, nous faisons tout notre possible
pour bien positionner l'entreprise, pour avoir la meilleure chance de continuer et d'avoir une approbation pour une deuxième reconstruction et redémarrage d'une deuxième ligne. Et pourquoi ça veut dire une réduction d'effectifs? Mais c'est une partie d'un plan d'augmentation de production, réduction de coûts. Mais qu'est-ce qu'on a essayé de faire? C'est de bien positionner l'entreprise contre une concurrence très difficile en Indonésie. 7 semaines d'école et 2 semaines de vacances, un calendrier scolaire calédonien en expérimentation depuis la rentrée 2013. Le gouvernement doit arrêter un calendrier définitif pour 2018-2019. Au collège de Mou à Puarairiwa, les professeurs ont mis en place un calendrier particulier pour éviter le décrochage chez les étudiants. Vanessa Kédé. 7 semaines d'école, c'est trop long. Arrivé à la dernière semaine, on ne suit plus les cours, on pense déjà aux vacances. Et là, comme vous faites cette semaine, où le matin vous faites cours et l'après-midi, ça va, c'est pas trop lourd? Non, c'est bon, c'est juste. À une semaine des vacances scolaires, le collège de Mou a mis en place une expérience originale plutôt qu'un enseignement classique. Il propose des activités extrascolaires. La directrice adjointe du collège nous explique pourquoi. Parce qu'on s'est rendu compte que le calendrier scolaire des enfants est très lourd. Et souvent, en fin de période, les enfants ils sont moins réceptifs. Ils font beaucoup plus de bêtises, ils sont fatigués, ils deviennent turbulents. Mais vraiment, c'est aussi leur montrer un autre aspect de l'enseignement. Ils peuvent très bien l'apprendre autrement, à travers des ateliers, à travers leur environnement, regarder tout ce qui se passe autour d'eux. Et ils ont beaucoup de choses à retenir. Les activités sont nombreuses, jardinage, peinture, tout le monde participe à cette semaine, y compris le personnel non enseignant. D'être ici avec les enfants et partager. On vit la même souffrance que les enfants, on comprend les enfants, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de leur dire, mais à faire des activités qui sortent de l'ordinaire, à faire autre chose dont tout le monde est impliqué. On met toute son amour, sa conviction pour qu'il y ait une réussite. Donc c'est agréable. Je n'ai pas de mots à dire, mais pour moi, cette semaine, elle est vraiment l'idéal. Devant le succès rencontré par les initiatives et les élèves, l'expérience sera renouvelée l'année prochaine. Et en France, avant la réforme des rythmes scolaires en 2013, les élèves n'avaient pas cours les mercredis. Et puis depuis 3 ans, cette réforme est appliquée. Elle a conduit à la réintroduction d'une demi-journée d'école et à la mise en place d'activités périscolaires les après-midi. Les matinées sont consacrées aux apprentissages fondamentaux. Et dans la presse française, le quotidien 20 minutes s'interroge où en est-on 3 ans plus tard. Premier constat, une grande majorité des communes a bien mis en place ces activités périscolaires. Le bilan est mitigé car la qualité des activités proposées reste très inégale d'une commune à l'autre. Autre point de critique, la fatigue chez les tout-petits en maternelle. Le taux d'absentéisme sur la demi-journée supplémentaire semble aussi préoccupant. Et puis on continue avec ces élèves de CM2 de Saint-Joseph de Cluny à Concepción. Ils reviennent d'un voyage en Nouvelle-Zélande, projet linguistique et culturel du programme scolaire. Mais c'est bien plus qu'un projet scolaire pour ces enseignants et ces élèves. Lindsay Wamo. Depuis qu'ils sont revenus de Nouvelle-Zélande, les élèves de CM2 de la petite école de Concepción partagent avec leurs camarades leur expérience à travers une exposition qu'ils ont eux-mêmes réalisée sur le pays des kiwis. Si un jour vous avez la chance d'aller en Nouvelle-Zélande, vous allez voir qu'il y a un grand champ où il y a plein de blé, de maïs, etc. Difficile de parler de la Nouvelle-Zélande sans parler des Maoris. Pour la plupart des élèves, leur culture restera une découverte inoubliable. Quand on est parti, on a pu voir les Maoris qui nous ont fait un spectacle et puis on a aimé parce que il y en a, ils ont fait avec les femmes, ils faisaient avec des poi-poi. En fait, elles dansent avec ça, c'est traditionnel. Voilà, on voit sur le CD là, ici, ce sont des poi-poi. Là, ça c'est leur costume et c'est ce que nous avons porté à la soirée. Mais en fait, c'est pas totalement ça, mais on a essayé de faire. Et puis les garçons, eux, ils faisaient le haka, après, je sais plus. Ils ont fait le haka et le kapa au Congo. Alors, on va vous parler du haka. Alors en fait, il y a plusieurs types de haka. Il y a le kamate, le kapa au Congo.
Le Kapaopango, quand on le traduit, ça veut dire que celui qui dit, il parle au nom de la tribu, il dit que c'est la terre des Maoris, c'est leur terre. Dans ce cadre-là, c'est vraiment aller à la découverte d'autres cultures, mais la culture autochtone, la culture maori et cette culture britannique, anglo-saxonne. Voilà. Donc parler et aller à la découverte d'autres cultures. À la fin de l'école, les enfants ont aussi partagé leur expérience avec leurs parents autour d'un repas. Lorsque l'on demande aux enfants leur impression sur le voyage, la réponse est toujours C'était net. Ouais. On aurait bien aimé rester là-bas, mais on devait revenir. Ben, moi, c'était la première fois que je voyageais. Comme moi. C'était net le voyage parce qu'on était partis, ça faisait des vacances. Puis avant, ça faisait l'école. Voilà, il n'y avait pas d'école. On va quand même à l'école. Mais on n'est pas ici en train d'écrire comme tous les jours. Au total, une quarantaine d'élèves ont participé à ce séjour qui restera gravé dans leur mémoire, aussi bien pour les enfants que pour les parents qui les auront accompagnés. Trouver des sites de poterie lapita sur la côte Est, c'est ce qu'espèrent trouver les chercheurs de l'Institut archéologique de Nouvelle-Calédonie à Puebo. Depuis 2 semaines, ils examinent le terrain à la recherche de ces vestiges qui retraceraient l'arrivée des premiers hommes en Nouvelle-Calédonie. Je vous propose tout d'abord un petit retour sur l'histoire de ces poteries lapita avec Natacha Ogui. La période lapita correspond à la rencontre entre les populations venant de la Mélanésie et de l'Asie. Cette période correspond aussi à l'arrivée des premiers hommes en Nouvelle-Calédonie il y a 3000 ans. Aujourd'hui, on peut trouver des traces de cette période avec les premières marmites décorées, les poteries lapita. Ces dernières sont façonnées de points et de motifs géométriques faits avec des peignes. Les poteries lapita sont très diversifiées, mais elles se différencient de toutes les autres poteries ou marmites kanak. Au-delà des décorations, pour les archéologues, les poteries lapita sont faciles à dater car faciles à reconnaître grâce aux formes caractéristiques qu'elles ont. Ces poteries ont été fabriquées il y a 3000 ans. Au-delà de la période lapita, les hommes ont cessé d'en faire. Jusqu'à présent, aucun site lapita n'a été découvert sur la côte Est. Je vous le disais, une équipe de chercheurs de l'Institut archéologique de Nouvelle-Calédonie espère en trouver du côté de Puebo. Natacha Ogui. Voilà, normalement ça devrait accrocher. Vas-y, tu prends le 30. Voilà. Donc, la première tarière qu'on a sortie, de 0 à 10, on avait un sol bien noirin, donc en fin de compte, la sol horticolin. C'est là où les gens plantaient. Et du coup, là sur la deuxième, donc le niveau 15-30, et ben le sol noir qu'on avait au début, il s'arrête juste là. Et là, tu vois, par rapport à la couleur, on a un changement de couleur. Là, le sédiment, il devient beaucoup plus sableux. Cette équipe d'archéologues de Nouvelle-Calédonie et de Taïwan est depuis plus de 2 semaines sur la commune de Puebo. Leur objectif est de trouver des sites lapita dans la région. La plupart des sites lapita se trouvent sur la côte ouest, à l'île des Pins et aux îles Loyauté. On a très peu de sites lapita sur la côte est, tout simplement parce que jusqu'à présent on ne les a pas trouvés, parce qu'ils sont enfouis très profondément dans le sol et donc c'est beaucoup plus difficile que de les retrouver par rapport à par exemple les îles Loyauté où ils sont quasiment sous la surface. L'archéologue taïwanaise Scarlett Chiu entreprend depuis plus de 15 ans l'étude des sables et argiles présents dans les poteries lapita de Nouvelle-Calédonie. Elle a découvert qu'une partie de ces poteries trouvées sur la côte ouest, à Koné ou encore à Nessadiou, mais aussi sur l'île des Pins, a été fabriquée il y a 3000 ans dans la région de Puebo. Or, sur Puebo, comme sur tout le reste de la côte est, aucun site lapita n'a été encore mis à jour. So this area becomes a very interesting place for us. Because there's no lapita sites reported here, and we don't know when or how people make pots, and why would they be shipped so far away from here, and also from the South Grand Sahara.
Les échantillons de sable et d'argile prélevés partiront aux États-Unis avec Scarlett pour analyse complète. Il faudra attendre environ 1 an pour savoir si à Pueblo se cache un site Lapita. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez un épisode de Sam et Maïté Reporter. Et puis à 18h30, ne ratez pas votre magazine Entre Terre et Mer, représenté par Antoine Reis. Il nous emmène ce soir à la découverte de la cascade de Tao. Et enfin, à 19h30, édition spéciale Salon international du livre océanien, présenté par Océane Zobler. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines. D'ici là, l'actu continue sur NCTV avec des éditions toutes images. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.